C'est une exoplanète qui enthousiasme la communauté scientifique et particulièrement les astrophysiciens. Y a-t-il une trace de vie sur K2-18b? Pour la première fois, en tout cas, le télescope de la NASA, James Webb, a détecté du méthane et du CO2, dioxyde de carbone, autour de cette planète. On en parle avec Emmanuel Jehin. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Liège. Vous êtes astrophysicien spécialisé dans les comètes et les exoplanètes et vous enseignez à l'Université de Liège. Avec nous également Benjamin Charnet. Merci également d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes chargé de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris. Emmanuel Jehin, commençons avec vous. James Webb, rappelons-le, c'est ce télescope qui nous envoie des clichés époustouflants de l'espace depuis maintenant plus d'un an. Il y a quelques jours, la NASA, l'agence américaine, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, ont annoncé que ce télescope avait détecté autour de cette planète que j'ai citée, K2-18b, des molécules qui contiennent du carbone. En quoi c'est une mesure, en quoi c'est une information de premier plan? En quoi cette découverte est-elle remarquable? Alors c'est vrai que depuis que le James Webb a été envoyé, on a vraiment de nombreux résultats qui tombent, des résultats très intéressants. Il faut se dire que ce télescope, c'est 6,5 mètres de diamètre. C'est un télescope infrarouge, donc qui permet de voir des choses que nos yeux ne permettent pas de voir, et notamment d'étudier l'atmosphère des exoplanètes depuis une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors donc récemment, oui, en effet, la semaine dernière, il y a eu une annonce par des chercheurs de Cambridge de cette exoplanète qui avait déjà été fait la une il y a 2 ans, lorsque le Hubble Space Telescope avait peut-être découvert de l'eau dans son atmosphère. Et ici, cette planète a été réobservée par le James Webb. Et donc, il y a eu une annonce un peu tonitruante, en effet, comme quoi on aurait découvert une biosignature, ici le diméthylsulfure, qui est une molécule organosulfurée. Mais il faut faire très attention parce qu'en réalité, ces biosignatures sont très, très difficiles à détecter. Et quand on regarde un peu en détail cet article par rapport à cette biosignature, on se rend compte vraiment que le signal est très très faible. Ça fait un peu penser à une histoire qui s'est passée il y a 2 ans d'ici, lorsqu'on avait aussi peut-être découvert une biosignature dans l'atmosphère de Vénus, la phosphine, puis il s'est avéré en fait que les données n'étaient pas de qualité suffisamment bonne pour vraiment prouver la détection de ce genre de molécules. Donc c'est très intéressant qu'on voit de nombreux résultats qui tombent régulièrement, notamment sur l'atmosphère des exoplanètes, hein, c'est très très important. Mais il y a une petite excitation, on va dire, chez les astronomes pour essayer de trouver la grande découverte. Et donc, il faut prendre ça encore avec des pincettes. Alors, vous nous parliez du sulfure de diméthyle, le DMS, hein, cette molécule qui, si c'était confirmé, mais on n'en est pas là, attesterait en tous les cas d'une vie biologique. Mais avant cela, j'aimerais qu'on reste quand même sur cet océan qui pourrait exister en dehors de cette molécule. Hein. À savoir, j'ai cité le CO2 notamment, j'ai cité aussi le méthane. Benjamin Charnet, vous vous dites c'est quand même un bond en avant. Pourquoi ? Clairement, là, on est passé à la détection de molécules dans l'atmosphère d'une assez petite planète. Elle fait à peu près 2 fois la taille de la Terre. En plus de ça, elle est tempérée, donc elle reçoit à peu près la même irradiation que la Terre. Donc tout de suite, on peut poser la question de savoir s'il peut y avoir de l'eau liquide à sa surface. Alors quand on prend les mesures de masse et de rayons, on peut imaginer, sous certaines conditions, qu'il puisse y avoir des océans liquides sur cette planète. Et alors, dans l'étude menée par les astronomes de Cambridge, ils proposent donc des évidences assez indirectes, par l'absence de certaines molécules, qu'il puisse y avoir un océan liquide à la surface. Mais c'est encore très prématuré et il va falloir plusieurs nouvelles observations pour pouvoir confirmer ça. Justement, Emmanuel Jehin, on dit aussi que ces données-là, de ces molécules présentes, CO2 notamment et méthane, ça a du sens, en tout cas c'est intéressant, si c'est combiné à l'absence d'ammoniac. Expliquez-nous. Oui, alors c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est comme on vient de l'expliquer, d'une façon indirecte, si le fait qu'il n'y a pas d'ammoniac fait qu'il pourrait y avoir de l'eau. Ils appellent ces planètes icéennes, qui auraient une grosse atmosphère d'hydrogène et des océans, donc icéanique en quelque sorte pour hydrogène et océanique. Théoriquement, ce sont des planètes qui sont en effet tout à fait possibles, mais en pratique, il faut vraiment un arrangement des paramètres particulièrement précis. Et donc c'est pour ça qu'encore la communauté est encore un tout petit peu sceptique. Et il faut dire que le Hubble avait a priori découvert de l'eau dans l'atmosphère, mais ici le James Webb n'a pas montré l'eau clairement dans l'atmosphère et qu'en fait l'hydrogène viendrait plutôt du méthane qui a été trouvé. Mais il ne faut pas rabaisser, on va dire, les choses. C'est extrêmement important ce qui se passe depuis 1 an grâce au James Webb. On avance progressivement dans la découverte de plus en plus de molécules dans les atmosphères d'exoplanètes et on s'attend probablement qu'un jour on espère trouver le bon cocktail de biosignatures. Il faut savoir que quand on observe la Terre depuis l'espace, qu'est-ce qu'on voit? On voit de l'eau,
de l'ozone, du méthane notamment et du CO2, et qu'en fait il faut toute une série de molécules pour vraiment pouvoir trouver un équivalent terrestre. Alors peut-être avant que j'oublie la question, certaines et certains qui nous regardent doivent se demander pourquoi ce nom K2-18b. Alors K2, c'est parce que c'est Kepler qui l'a trouvé, un satellite américain de détection d'exoplanètes. Il en a trouvé des milliers en fait. Et c'est K2 parce que c'est la deuxième extension, on va dire, de la mission. Et 18B, c'est le numéro 18. Et puis B, parce qu'en fait, A, c'est le nom qu'on donne à l'étoile généralement. B, C, D, E, etc. Ce sont les noms des exoplanètes qui tournent autour de l'étoile qu'on appelait K2-18A. Bon, c'est un petit peu technique, Ouais. mais voilà. Alors j'aimerais vous citer votre confrère Subhajit Sarkar, vous connaissez sans doute son nom, de l'université de Cardiff au Royaume-Uni. C'est l'un des co-auteurs de l'étude que l'on évoque ce soir. Il dit que c'est la première fois qu'ils sont tous deux découverts dans l'atmosphère, le CO2 et le méthane, dans l'atmosphère d'une petite planète située dans la zone habitable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on entend et ce qu'entend ce scientifique par zone habitable ? Oui, c'est bien sûr ici aussi tout l'intérêt de cette recherche pour cette petite planète qui ferait 2 fois la taille de la Terre tout de même, et une masse entre 5 et 10 fois la masse de la Terre. Ce n'est pas une planète rocheuse, hein, attention, ce n'est pas une planète rocheuse, la densité est plus faible, c'est pour ça qu'on pense que ça pourrait être une planète océan avec une atmosphère d'hydrogène, ce qu'on appelle un peu des mini-Neptunes. Alors la zone habitable, c'est la zone autour d'une étoile où on pourrait trouver de l'eau liquide à la surface d'une planète parce que cette planète n'est ni trop proche de l'étoile, ni trop lointaine. Mais attention, c'est une planète dans la zone habitable, ce n'est pas une planète habitable, parce qu'on n'a pas encore trouvé on va dire, les molécules, l'eau, etc., qui pourraient faire que cette planète est habitable. Elle est juste dans la zone où on pourrait avoir une planète habitable. Alors, ce type de planète serait le plus courant dans notre galaxie, je parle sous votre contrôle, tout en étant étrangement absent de notre système solaire, c'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait, mais alors il faut se rendre compte que depuis 25 ans et la première découverte d'une exoplanète, on va de surprise en surprise dans la découverte d'exoplanètes tout à fait, on va dire, exotiques, hein. Et ici, on parle en effet d'une mini-Neptune ou peut-être d'une super-Terre, des exoplanètes encore assez énigmatiques qu'on essaye justement de mieux comprendre. On essaie de mieux comprendre leur structure interne, leur atmosphère, et donc c'est ça qui fait tout l'intérêt de l'étude de ces exoplanètes. C'est pas uniquement de trouver nécessairement de la vie ou une planète comme la Terre, mais c'est de se rendre compte que dans notre galaxie, qui contient 200-300 milliards d'étoiles, il y a des dizaines, voire des centaines de milliards de planètes, et il y a énormément de différences entre ces différentes planètes. Nous, dans notre système solaire, nous connaissons les planètes telluriques, comme la Terre, Vénus et Mars, des planètes géantes comme Jupiter, Saturne, mais il y a des planètes très différentes dans l'univers, de ce qu'on appelle des Jupiters chauds, qui sont toutes proches de leur étoile et très chauffées très fortement, les mini-Neptunes, les super-Terres, dont on n'a pas d'équivalent dans notre système solaire, et aussi tout comme cette exoplanète K2-18b qui tourne aussi autour d'étoiles très différentes de notre Soleil, comme le système TRAPPIST-A que nous avons découvert avec mon collègue Michael Gillon ici à l'université de Liège il y a 5 ans exactement. On a trouvé 7 planètes de type terrestre, dont 3 dans la zone habitable, autour d'une mini-étoile, ce qu'on appelle une étoile naine rouge ultra froide. Elle est 10 fois plus petite que le Soleil, elle est plus froide que le Soleil, 2 fois plus froide, et en fait on a 7 planètes qui tournent autour de cette toute petite étoile, et il faut s'imaginer que l'échelle, c'est ces 7 planètes tournent à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc c'est très très différent de notre système solaire, c'est ça qui fait tout l'intérêt et en quelque sorte l'émerveillement qu'on peut avoir dans l'étude des exoplanètes. Alors on va retourner voir Benjamin Charnet. Benjamin, on ne vous a pas oublié, mais on a juste rétabli la liaison parce qu'il y avait un petit son saccadé. Depuis un an, James Webb fascine, hein, d'ailleurs pas que les scientifiques, les amateurs aussi, les astronomes. Qu'est-ce que ça a vraiment changé? On parle d'une précision jamais atteinte auparavant. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre quotidien de chercheur? Alors, dans le cas des exoplanètes, avec le James Webb Space Telescope, on a accès à une bien plus grande précision pour détecter des molécules qui n'étaient pas du tout accessibles avec Hubble. On est capable également avec cet instrument, en mesurant l'émission thermique des planètes dans l'infrarouge, à pouvoir détecter leur émission. Et grâce à ça, on peut caractériser maintenant des petites planètes, voire des planètes tempérées, ce qui n'était pas accessible auparavant, et donc pouvoir s'attaquer à la question de l'habitabilité des planètes. Et ça, c'est vraiment très excitant. Et ça permet aussi de poser, voire de répondre à des questions dont on ne pouvait même pas rêver auparavant. Et exactement. Donc là, on est vraiment en terre inconnue. On avait beaucoup de modèles pour prédire qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les atmosphères d'exoplanètes.
Et là, maintenant, on a les premières observations qui vont pouvoir nous permettre de tester ces modèles et, comme ça a été dit précédemment, d'explorer toute la diversité des exoplanètes. Et est-ce que Et ça a également, déjà changé ou est-ce que ça commence à changer votre interprétation de notre univers? Et dans quelle là, mesure? clairement, on a déjà maintenant des nouvelles mesures vraiment précises sur la composition des exoplanètes qui nous remettent en question certaines idées concernant leur formation, leur évolution. Et donc déjà, par exemple, pour le cas des planètes trappistes, pour lesquelles on n'a pas jusqu'à présent détecté d'atmosphère, c'est des nouvelles contraintes sur l'habitabilité des planètes. Et là, on est encore au tout début de cette exploration, juste 1 an d'observation. Et donc, c'est vraiment le début d'une grande fête pour la compréhension du cosmos avec le James Webb. Le début d'une grande fête. Emmanuel Jehin, c'est vrai qu'au-delà de la question de l'habitabilité, qu'est-ce que ça apporte d'avoir ces connaissances, de savoir si telle ou telle atmosphère, telle ou telle molécule est présente sur une exoplanète comme celle dont on parle aujourd'hui? Quel est le champ d'application? Ça permet de mieux connaître notre univers? Oui, alors déjà les planètes. En fait, la chose qui est assez incroyable, c'est que vous avez des scientifiques qui calculent et qui font des modèles météorologiques maintenant d'exoplanètes. Ça devient complètement incroyable, avec des précisions, avec des modèles de plus en plus complexes. Donc c'est très intéressant. Évidemment, la recherche d'autres planètes comme la Terre et de la vie autre part dans l'univers est une question qui remonte à l'aube de l'humanité. Dès que les gens ont regardé le ciel, ils se sont posé des questions par rapport à ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche de pouvoir amener une réponse. La première étape, c'était de trouver les exoplanètes. Maintenant, c'est de trouver des petites exoplanètes rocheuses qui pourraient avoir des atmosphères. Avec le James Webb, on va y arriver, trouver ces atmosphères, et éventuellement aller les caractériser, ces atmosphères, pour voir s'il y a de la vie à la surface de ces planètes. On n'arrivera pas à voir vraiment ce qui se passe à la surface des exoplanètes. Hein. Il faudra encore des télescopes beaucoup plus grands. Elles sont beaucoup trop petites et trop lointaines. Mais en étudiant leur atmosphère et avec l'intelligence des astronomes, des astrophysiciens, ça va être possible de deviner ce qui se passe sur ces planètes de mieux en mieux. Plus on aura de données, plus on va y arriver. Et le James Webb est vraiment une machine extraordinaire. Il faut se dire que les Américains ont quand même été très, je vais dire, coriaces pour maintenir le projet, qui a failli être éliminé plusieurs fois, qui a dépassé le budget de plus de 20 fois, 10 milliards de dollars. Mais c'est une réussite, une machine vraiment extraordinaire. On croise les doigts pour qu'elle fonctionne le plus longtemps possible, parce que c'est grâce à elle qu'on va justement pouvoir progresser dans ses connaissances. Progresser scientifiquement, Benjamin Charnet, Emmanuel Jehin le disait, c'est presque une question philosophique au fond. Peut-on découvrir une planète habitable? C'est une dimension qui existe dans vos travaux, on imagine. On se demande presque si le but c'est ça en fait, de trouver une planète habitable. C'est clairement l'une de nos motivations, d'essayer de comprendre quelle est notre place dans l'univers, savoir d'où nous venons, et sommes-nous seuls. Et là, l'étude des exoplanètes, elle nous permet d'avoir une nouvelle perspective sur notre Terre et sur le système solaire. On se rend compte déjà avec la très grande diversité d'exoplanètes que la Terre est plutôt unique, ou d'une certaine manière, chaque exoplanète est assez unique, a sa propre histoire, sa propre évolution. Et donc là, on commence à s'attaquer à cette grande question, effectivement, de savoir s'il peut y avoir de la vie ailleurs dans l'univers. Et il y a un endroit où on pourrait survivre aujourd'hui, en tout cas potentiellement, Emmanuel Jehin, où on en est encore loin? Alors, oui, vous voulez dire une nouvelle exoplanète qui aurait été découverte? Nous espérons que sur les exoplanètes TRAPPIST 1 découvertes par notre équipe, l'équipe de Michael Gillon, qui sont des merveilleuses planètes, c'est un système assez incroyable. On espère bien que la vie est possible sur une de ces exoplanètes. Après, il faut découvrir l'atmosphère. Il y a l'étoile aussi qui est très importante dans ce qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est en tous les cas des meilleurs endroits où on pourrait peut-être trouver quelque chose prochainement, puisque ces planètes sont en plus très proche de la Terre, à seulement 40 années-lumière. Ici, on parle K218b, c'est 120 années-lumière, c'est aussi pas très très loin. Hein. La plupart des milliers d'exoplanètes découvertes aujourd'hui sont très très loin, à des milliers d'années-lumière. Ce qui est très intéressant, c'est de continuer à découvrir avec nos télescopes des petites exoplanètes proches de la Terre pour mieux les étudier. Merci beaucoup Emmanuel Jehin. Merci Benjamin Charnet pour cet entretien passionnant donc, que vous pouvez revoir sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet.